Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va réaliser une API, c'est-à-dire une application sur laquelle on va pouvoir se connecter et permettre aux autres développeurs de se connecter pour récupérer une information particulière. L'API qu'on va créer va retourner le résultat d'une opération mathématique, c'est-à-dire une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Ça va nous permettre de mettre à jour la calculatrice qu'on a commencé à développer dans les vidéos précédentes pour ne plus générer le résultat localement dans le navigateur de l'utilisateur, mais générer le résultat sur le serveur en faisant un appel sur l'API qu'on va développer. Comme d'habitude, on va utiliser du JavaScript, c'est-à-dire la plateforme Node.js et le framework Express.js. Dernière chose, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les vidéos où on réalise la calculatrice. Par contre, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'appelle « Créer un backend sous Node.js » avant de regarder celle-ci, parce qu'il y a certains concepts que je ne réexpliquerai pas pour me focaliser sur des éléments bien particuliers qu'on n'a pas vu la dernière fois. Allez, c'est parti. Comme je l'ai dit en introduction, on va donc utiliser la calculatrice qu'on a réalisée dans les vidéos précédentes. Cette calculatrice est tout à fait standard dans le sens où l'utilisateur peut saisir des calculs, soit au clavier, soit à la souris, et la calculatrice lui affiche le résultat de son calcul. Ici, par exemple, je vais faire 5 plus 2, faire égal, et il y a 7 qui m'est affiché à l'écran. La calculatrice, la logique de la calculatrice est intégrée dans la page web, dans ce qu'on envoie à l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est le navigateur de l'utilisateur qui sait quoi faire et qui sait générer le calcul et la réponse à l'utilisateur. On va changer ça et on va réaliser une API pour que le calcul soit généré sur l'API et non plus dans le navigateur de l'utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'API pour avoir le résultat en fonction des paramètres du calcul de l'utilisateur et récupérer le résultat de l'API pour afficher le résultat à l'écran. Comme d'habitude, on va utiliser une application Node.js. Pour le moment, mon application elle est vide, c'est celle-ci. On va devoir initialiser notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser npm init et on va mettre -y pour dire qu'on initialise avec les valeurs par défaut. Ensuite, on va installer le paquet dont on a besoin. Ici, j'aurai besoin du paquet qui s'appelle Express. Une fois qu'il est installé, je vois qu'il y a dans mon fichier package.json qui contient les informations de mon application, la dépendance Express que je viens d'installer. Et encore une fois, allez voir si vous ne comprenez pas tout ça, la vidéo qui s'appelle Créer un backend sous Node.js, parce que je vais passer dans un premier temps relativement vite sur les concepts qu'on a déjà vus pour me focaliser sur les choses qu'on n'a pas vues la dernière fois. La première chose qu'on fait, c'est donc importer ce qu'on vient de télécharger, ce qu'on vient d'installer, c'est-à-dire importer le paquet Express, const Express égale required Express. Une fois qu'on a notre module Express qui est importé, on va pouvoir créer l'application, créer une application Express, const app égale Express, et on va l'exécuter. C'est pas moi qui l'invente, c'est la documentation qui dit qu'il faut faire comme ça. Une fois qu'on a notre application, on peut lui donner un port. On va lui dire que c'est 5400. Et à partir de ce port, on peut dire au programme d'écouter, listen ce port spécifique. Et une fois que l'application a démarré, on va lui dire d'afficher à l'écran, application démarre à l'adresse. Et l'adresse c'est http://localhost : et le port que je viens de mettre. Et étant donné que je veux injecter une variable dans ce texte-là, je vais modifier mon texte en template string et je vais pouvoir afficher le port qui est bien. Une fois qu'on a tout ça, on peut déjà lancer le programme. Alors on n'a pas encore mis de route ici. Créer une route pour la page d'accueil, c'est-à-dire c'est-à-dire l'origine. On ne l'a pas mis, mais on peut quand même le lancer, même s'il ne se passe rien. On va voir tout de suite pour voir si ça marche. Et pour le lancer, je vais donc mettre node. Le fichier, je l'ai appelé index.js. Donc je vais mettre node index.js. Et l'application, elle démarre et est démarrée actuellement ici. Maintenant qu'on a fait ça, on peut rajouter la route qui va permettre de retourner la calculatrice à l'utilisateur. Cette route, on va mettre app, get, qui est le nom de la méthode. Et get, on va lui dire que c'est directement à la racine, c'est-à-dire quand l'utilisateur se connectera sur
localhost, etc. sans mettre de fichier particulier. Qu'est-ce qui se passe lorsque notre application Node elle reçoit une telle requête? Elle exécute une fonction. Cette fonction a deux paramètres, rec comme request qui est la demande qui rentre et res comme response comme la réponse, c'est-à-dire les paramètres de la réponse qui doit être renvoyée à l'utilisateur. Ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai mis un fichier HTML qui contient à la fois le code HTML, les feuilles de style CSS et le JavaScript. On peut d'ailleurs le regarder. Ici, j'ai mis en ligne directement le style pour qu'on ait un fichier. Ça, c'est ce qu'on a réalisé dans les anciennes vidéos. Donc, j'ai rien fait. C'est juste que j'ai mis le code JavaScript et tout qui va bien dans un seul fichier. Ce code HTML, c'est ce qu'on envoie et c'est ce qui est affiché à l'utilisateur. C'est ce que je vous ai montré avant. Là, je vais lui dire que quand l'utilisateur veut demander la page d'accueil, on va lui dire res. Et là, il y a une fonction qui est intégrée directement à Express qui s'appelle sendFile. Et ce sendFile, il demande à ce qu'il y ait le chemin en local vers ce fichier. Ici, j'ai C, deux points, et j'ai API index.html. Une fois que j'ai fait ça, on peut essayer. Et cette fois-ci, avant, je vous ai montré la page d'accueil, mais en utilisant HTTP Server ici, c'est-à-dire le petit module que j'utilise pour simuler un serveur web. On ne va plus utiliser ça maintenant, mais on va utiliser l'application qu'on vient de faire, qui est notre API, mais qui permet aussi de retourner la page d'accueil. Je la relance, et à partir de cette adresse, on va pouvoir voir la calculatrice qu'on vient de faire, et on le voit ici, ça fait 5 plus 6 égale 11, donc ça fonctionne très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc l'API elle-même. Maintenant qu'on a généré la page d'accueil, on peut passer au développement de l'API à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va créer 4 routes, une pour chaque opération. La route que nous, on va faire, c'est l'addition, mais on va pouvoir modifier facilement ensuite pour les opérations suivantes. On va mettre créer une route pour calculer le total d'une addition. Et cette route, ce sera API/addition. La caractéristique de nos routes, c'est que les termes de l'opération, c'est-à-dire si l'opération c'est 5 plus 2 égale 7, c'est-à-dire le 5 et le 2, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur veut qu'on additionne, on va les ajouter en paramètres de l'adresse. Pour rajouter des paramètres à une adresse, on prend l'adresse. Ici, on aura http:// localhost avec le port. Ensuite, on aura /API, /addition. On met le caractère point d'interrogation et ensuite, on peut mettre un certain nombre de couples de valeurs séparés avec un égal. Ici, par exemple, mettre valeur 1 égale quelque chose et ensuite valeur 2 égale autre chose. Nous, on va utiliser ce principe, on va mettre qu'un seul paramètre, donc on n'a pas besoin de séparer plusieurs valeurs par un et commercial. Cette valeur, elle va s'appeler terme, T-E-R-M-E-S, et on va demander à l'utilisateur de nous donner la liste de tous les éléments qu'il veut additionner. La règle que moi je vais mettre en place, c'est que tous les éléments que je veux qu'il additionne seront séparés par une virgule. C'est-à-dire que si j'ai 5 plus 2 plus 3, je veux que l'utilisateur il me donne en paramètre 5,2,3. Alors ici, il ne faut pas confondre la virgule qui est mon séparateur entre les différentes valeurs et le point qui est le symbole de la décimale, par exemple 1,5. En informatique, on va utiliser 1.5 comme le point qui est sur le pavé numérique du clavier. Et si l'utilisateur il voulait mettre une décimale, il devrait utiliser le point et ce serait bien la virgule qui sépare les différentes valeurs. On peut créer cette route, on va lui dire app get, l'adresse sera donc API/addition. Et comme on avait fait avant, il y a donc un callback avec deux paramètres, request et response. Cette fois-ci, lorsque l'utilisateur appelle cette route, on veut récupérer donc ces fameux paramètres. Et il y a une fonction qui est intégrée directement dans Express, c'est une propriété qui s'appelle, alors on va mettre query, qui s'appelle requery, c'est-à-dire request query. Et cette propriété, donc là on peut la même l'appeler paramètre. Et cette propriété, elle contient un objet avec
tous les couples de valeurs qui sont les paramètres de l'adresse. Et pour vous prouver que c'est bien ça, on va retourner à l'utilisateur, on va lui dire send, et on va lui dire retourne-moi les paramètres qui sont les paramètres de l'adresse. On va générer ça. On va lancer notre route qui s'appelle API/addition, mettre OK. Alors pour le moment, on voit qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a juste un objet vide. Alors c'est un objet qui est un objet traditionnel en JavaScript, qui est l'équivalent de ce qu'on peut trouver en JSON. Et si on rajoutait des paramètres, par exemple ici je veux mettre terme égale 1, qui est le format qu'on s'attend, on voit que ici il y a un objet avec une propriété terme qui a la valeur 1. Je pourrais mettre une deuxième propriété, c'est-à-dire propriété 2, et mettre égale valeur 2, et on voit qu'il y aurait un objet, cette fois-ci avec le terme à la valeur 1 et propriété avec la valeur 2. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur, il nous donne un seul paramètre et qu'il y aurait égal et qu'il y aurait donc une liste ici 1,2,3. Donc on va récupérer cette valeur terme et ensuite on va décomposer le contenu de cette valeur, c'est-à-dire 1,2,3. On va séparer chacun des nombres parce qu'on sait qu'il y aura une séparation avec un virgule et on va convertir ces nombres pour pouvoir les additionner. On revient dans notre code et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer le paramètre terme de cet objet requery qui est le paramètre terme. Ici, je vais mettre, alors on peut déjà mettre un peu de commentaires, récupère les paramètres de l'adresse et ensuite on a récupère le paramètre terme. Et ça, c'est simplement const terme égale paramètre terme. Une fois qu'on a ce terme-là, on veut découper cette chaîne de caractères chaque fois qu'il y a une virgule. Pour découper une chaîne de caractères, on l'a déjà vu, c'est split. Donc on va lui dire le total, il est égal à terme, qu'on split au niveau des virgules. Là, cette fois-ci, alors on pourrait le faire directement dans le navigateur, d'ailleurs on va le faire. Comme ça, on voit le résultat à l'écran directement. Et on veut en entrée qui est par exemple 1,2,3. Ça s'affiche pas très bien. Je vais le mettre comme ça. Et ce qu'on veut, c'est déjà split au niveau de la virgule. Donc là, on voit que ça nous donne un tableau avec 3 valeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Donc, ce qu'on veut, c'est en plus d'avoir un tableau avec chaque valeur, on veut que chaque valeur, ici, on voit que c'est entouré par des doubles guillemets, c'est-à-dire que c'est considéré comme du texte. On veut convertir ce texte-là vers des nombres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction qui s'appelle map. Cette fonction map, quand on a un tableau, ça permet de remplacer chaque valeur d'un tableau avec une autre valeur. Et pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on va lui donner une fonction qui va appliquer à chaque élément du tableau. Ici, on va utiliser map et on va lui dire que chaque texte, chaque élément du tableau, on va lui dire, on va convertir cet élément en nombre. Alors ici, on ne veut pas convertir en tant qu'integer, c'est-à-dire en nombre classique, sans virgule, mais on veut des nombres à virgule. Donc on va lui dire number parse float et on va lui mettre l'élément. Je peux déjà mettre entrée, voir le résultat. Cette fois-ci, on n'aura plus, comme ici, 3 éléments avec des formes de texte, mais on aura 1, 2 et 3 qui sont des nombres. C'est écrit en vert et il n'y a pas de cote. Ce qu'on veut maintenant, c'est additionner tous ces éléments. Mais avant ça, on va prendre le cas où l'utilisateur il peut nous donner une valeur qui n'est pas finalement un nombre. Imaginons qu'il nous donne en plus A. A, on ne peut rien en faire. Et nous, on ne le veut pas. Et on voit que, ici d'ailleurs, on a l'exemple, que lorsque le programme, il essaye de convertir une valeur qui n'est pas un nombre, il me donne NaN, not a number. Donc on va utiliser une autre fonction qui s'appelle filter, qui fonctionne sur le même principe
que map, c'est-à-dire qu'il va aller à travers tous les éléments d'un tableau et il va appeler une fonction particulière. Et si cette fonction elle est réalisée, elle est vraie, ça va garder l'élément, sinon ça va enlever l'élément. Ici, je vais utiliser filter et je vais lui dire filter de chaque élément. Et chaque élément, on veut que ce soit number is not a number. Et on va lui dire l'élément. Et ça, on veut que ce soit faux. Comme ça essaye chaque fois. Est-ce que toi, tu es un nombre? Est-ce que toi, tu es un nombre? Est-ce que toi, tu es un nombre? Et quand ça répond faux, ça éjecte les éléments du tableau pour que ça enlève, par exemple, le A. Et on voit ici que ça a éjecté le A et ça a récupéré que ça. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tout ça. Et pour additionner tout ça, on va utiliser une autre fonction qui fonctionne sur le même principe que map et filter, qui s'appelle reduce. Et cette fonction reduce, elle permet d'aller dans tous les éléments d'un tableau et d'effectuer une opération sur l'élément en fonction du total ou du résultat des autres éléments. Ici, je pourrais très bien dire que à la base, j'ai l'élément, le total, et je veux que le total, il soit plus l'élément. Et qu'à la base, on commence à 0. Donc ça commence à 0, ça prend le premier élément, ça fait 0 plus, alors là on a vu qu'il y avait 1, ça fait plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite ça va dans le deuxième élément, l'élément, le deuxième ici, il y aura 1, mais le total, ce sera le total qui a été accumulé jusqu'à ici. Donc ici on pourrait même, et c'est ce qu'il fait d'habitude, on met parfois ACK pour dire que c'est l'accumulation depuis le début. Et tout à la fin, on met un deuxième paramètre pour dire que c'est l'initialisation, et ici on l'initialise à 0. Alors ici j'ai mis total, alors que c'est ACK, et on va remettre total, comme ça fonctionne de nouveau, et c'est donc total plus élément. Et ce que je voulais vous dire avant, c'est qu'ici on peut mettre ACK, et c'est dire du coup que c'est l'accumulation plus l'élément. Et du coup ici ça fait 6, c'est-à-dire 1 plus 2 ça fait 3, et 3 ça fait 6. Toute cette logique, on va la prendre, et on va la mettre dans notre programme, ici. On a donc split, ensuite on a map, ensuite on filtre tout, et ensuite on met le total. Et on va marquer ce que ça fait, et là ça découpe le texte selon le délimitateur virgule. Ici ça remplace chaque élément du tableau et convertit. On va plutôt mettre convertit chaque élément du tableau en nombre. Et ensuite, on a la même chose. Ici, on a retire les éléments qui ne sont pas des nombres. Et à la fin, on a additionne tous les éléments. Une fois qu'on a le total, on peut l'envoyer à l'utilisateur. Alors ici, on a un nombre. On va lui dire qu'on veut l'envoyer sous forme de texte. Donc, on va remplacer. On peut même créer une variable intermédiaire et pour lui dire total texte, mettre un E, et ce total texte, on va l'envoyer à l'utilisateur. On va redémarrer l'application et voir ce que ça donne. Je le redémarre, je peux revenir ici, je vais enlever les outils de développement, et cette fois-ci j'ai toujours terme égale 1 plus 2 plus 3, mais cette fois-ci ça va pas m'afficher directement les paramètres, mais ça va m'afficher le résultat, et ici on voit que ça fait 6. On voit aussi que ici je peux mettre virgule B, c'est la même chose parce que le B ça va l'enlever. Je pourrais même le mettre un A ou mettre n'importe quoi, mettre par exemple un dièse en plein milieu et mettre 1,2. Alors là ça ne fonctionne pas, mais on va mettre A à la place et on voit que ça fait 6, etc. Donc pour le moment on est pas mal. Maintenant ce qu'on peut faire c'est utiliser cette API pour l'intégrer à notre calculatrice, c'est-à-dire celle qu'on a fait au début, celle-ci. Et au lieu de générer le résultat directement au sein du programme, on va appeler notre API. On va retourner dans le code. Et alors, vous n'avez peut-être pas vu la vidéo qui permet de générer cette calculatrice. C'est pas très grave. Je vais vous montrer l'endroit où on fait l'opération.
c'est-à-dire que c'est ici. Calcule le total. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux variables, une variable nombre 1 et une variable nombre 2, qui sont des textes. Ici, comme on a fait, on les transforme en nombres, donc c'est-à-dire qu'on a n1 et n2, et que le total, c'est cette variable-là, donc tout ce qu'on fait, c'est n1 plus n2. Ça, on va le changer maintenant, et on va appeler l'API qu'on vient de créer. Appelle l'API. Pour appeler une API, je vais utiliser la fonction qui s'appelle fetch. Donc on va lui dire fetch, on va lui donner l'adresse, et l'adresse c'est donc API/addition. Et on avait dit qu'il fallait mettre un paramètre à cette adresse. Ce paramètre c'était le terme avec un S, et que ici on va les mettre un certain nombre d'éléments additionnés. Ici on aura n1, n2. Alors je vais transformer ce texte pour que je puisse y intégrer des variables. Une fois qu'on a utilisé fetch, alors cette fonction fetch, on l'a déjà vu pas mal de fois, notamment quand on a fait la vidéo sur comment récupérer et comment se connecter à l'API Twitter. Donc je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Par contre, on va quand même l'utiliser. Et ce que ça retourne, alors déjà c'est une fonction asynchrone. Donc ici on va pouvoir mettre const total. Et on va lui mettre await. Si vous ne savez pas ce que c'est async await, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, vous pouvez aller la regarder. Si on utilise une fonction asynchrone avec await, on va utiliser async ici, c'est déjà le cas, donc on va le laisser. Ce que fetch retourne, c'est une réponse. Et cette réponse, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le contenu de la réponse parce qu'on met directement la réponse dans le contenu. Donc, après avoir utilisé fetch, on peut traiter la réponse, le contenu de la réponse, le corps de la réponse, et pour faire ça, on utilise rest.text. Ça permet de transformer et de traiter le contenu de la réponse qui est sous forme de texte. Et ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a le contenu de la réponse qui est disponible, on va mettre contenu. Et le contenu, on va le transformer en nombre. On va utiliser parse float et on va dire contenu. Tout ça, ça nous donne le total. Et le total ensuite, alors on n'a pas besoin de mettre const parce que c'est une variable qui est globale. On peut l'assigner à la valeur totale. Donc, si je résume, je récupère le résultat de l'addition. Je rajoute en paramètre mes deux valeurs que l'utilisateur a saisies. Ensuite, je transforme ou je traite pour pouvoir récupérer le contenu qui est sous forme de texte de la réponse. Ensuite, ce texte-là, alors ici c'est du contenu sous forme de texte, donc je pourrais très bien mettre forme de texte, je le transforme en nombre et ce nombre-là, je le mets dans le total. Ok, on peut rafraîchir. On va rafraîchir l'application, même si on n'a rien changé à l'application. On va retourner ici, je vais rafraîchir la page. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir les outils de développement, particulièrement l'onglet qui s'appelle Network, réseau, si vous avez un Firefox. Alors moi, je suis sous Firefox, mais les autres navigateurs ont probablement la même chose. Donc l'onglet réseau, ça va nous permettre de voir qu'il y a effectivement une requête qui est envoyée à l'API avec les paramètres qui vont bien et voir la réponse qui nous est envoyée. Donc ici, si je mets 2 plus 3 et que je mets égal, je vois qu'il y a une requête qui est envoyée ici. Cette requête, elle est envoyée à l'adresse addition, point d'interrogation, donc le paramètre terme égale 2 plus 3. Je peux cliquer dessus ici, je peux voir la requête, et la requête, il y a une réponse, et la réponse c'est 5. Donc là, ça fonctionne bien, je peux en refaire une autre, je peux faire 6 plus 8, et je vois qu'il y a une deuxième qui est envoyée, et que la réponse est 14. Ce que nous, on n'a pas traité, c'est toute la gestion d'erreurs, c'est-à-dire que si quelqu'un va manuellement sur une adresse, ici, si je copie l'adresse, je pourrais directement avoir 14, mais si l'utilisateur ne met n'importe quoi et met rien, on voit que ça fait une erreur. Donc ça, on peut vite, avant de passer à la suite, corriger ça, retourner dans l'application, retourner dans le code de l'API, et ici, faire une petite vérification pour voir si terme il y a quelque chose de présent ou pas. Donc on va mettre si terme égale à nul, on va renvoyer une réponse avec un code particulier. Donc ici on va mettre res send status. Alors là c'est un code HTTP qui est retourné. Normalement chaque code
et associé à une signification particulière. Par exemple, on dit que 200, c'est quand tout se passe bien, 204, c'est quand tout se passe bien, mais en plus, il n'y a pas de réponse qui est là. 404, c'est le code qui est bien connu, qui correspond à la page n'existe pas. Ici, on va utiliser 400, qui veut juste dire que le format de la requête est pas correct. On pourrait aussi mettre dans le contenu de notre requête pourquoi est-ce que et qu'est-ce qui manque exactement pour dire à l'utilisateur voici ce qu'il faut que tu mettes. On va simplement se contenter de retourner 400 et d'arrêter ici pour pas que ça fasse planter l'application. On va redémarrer ça. On va retourner ici et on voit qu'il n'y a pas de request qui est affiché, qui est le terme qui est associé à ce code. Mais si je mets les outils de développement encore une fois et que j'essaye de voir, je vois qu'il y a le statut 400 ici qui est envoyé, qui est celui que j'ai défini dans l'application. Donc ça, c'est juste une petite gestion d'erreur mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien. On a fait une première route qui correspond à addition. Alors, on pourrait faire très bien la même chose avec soustraction, etc., etc. Ce serait la même chose, c'est juste qu'ici, au lieu qu'il y aurait un plus, on aurait un moins. Je ne vais pas le faire, mais je vous laisse le faire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est un autre élément. C'est que pour le moment, on a passé les éléments que l'utilisateur veut additionner en paramètres de l'adresse. C'est quelque chose que moi j'ai décidé pour montrer comment ça marche. Il y a une autre façon qu'on pourrait faire et qui est probablement plus adaptée, c'est de demander à l'utilisateur non pas de les ajouter aux paramètres de l'adresse, mais de l'ajouter au corps de la requête. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va utiliser JSON et un paquet qui va bien pour demander à l'utilisateur de nous passer les informations dans le contenu de la requête plutôt que dans le paramètre. Pour faire cette deuxième chose, on va créer une deuxième route. La raison pour laquelle on va faire une deuxième route, c'est déjà parce que je veux garder ce code intact pour qu'on ait deux choses qui fonctionnent, et aussi parce que le fonctionnement de HTTP fait que lorsqu'on veut mettre un contenu à une requête, on ne peut pas utiliser la méthode get. Ici, get, c'est pour récupérer une information auprès d'un serveur. Ici, on va utiliser la fonction qui s'appelle, la méthode plutôt qui s'appelle post, sachant qu'il y a 4 méthodes principales, get, post, put, delete. Il y en a d'autres qui sont moins utilisées mais qui sont spécifiques à certaines choses. Nous, on va utiliser post. Post, ça veut dire, je veux que l'utilisateur, il me donne des informations et moi, je lui retourne une réponse. Ici, on va mettre créer une route. Post, API, addition. Alors, je vais donner le même nom, API addition. C'est juste que si c'est une méthode get qui est appliquée, ce sera cette méthode qui sera appelée, cette route qui sera appelée, et si c'est post, ce sera cette route qui sera appelée. Ici, au lieu de faire app.get, on va mettre app.post. Pareil, on va mettre API/addition. Et de la même façon, on a une requête et une réponse. Ce qu'on veut par contre, c'est ne pas accepter les paramètres, mais d'accepter le contenu, les valeurs dans le contenu de la requête. Pour accepter, pour traiter le contenu de la requête, il faut utiliser un paquet spécifique. Alors on pourrait le faire manuellement, mais c'est un petit peu compliqué. La documentation d'Express nous conseille un paquet spécifique qui s'appelle body-parser. Body étant le corps et parser, c'est donc la fonction, en tout cas le verbe qu'on utilise pour essayer de comprendre un texte et lui donner un sens. On le parse. Donc on va revenir là-dedans et on va lui dire npm install. De la même façon qu'on a installé Express, on va installer ce parseur qui permet de récupérer les informations qui sont dans le corps de la requête. Et ça s'appelle donc body parser. Je l'installe. Maintenant qu'on l'a installé, on peut l'importer comme on a importé le paquet Express qu'on avait installé initialement, c'est-à-dire body parser égale require body parser. Ensuite, alors il faut savoir que body parser, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont intégrées à ce paquet-là. Nous, ce qu'on veut utiliser, c'est seulement la fonctionnalité qui permet de comprendre le contenu d'une requête au format JSON et de le traiter. Donc on va lui dire, on ne veut pas utiliser body parser, mais JSON parser. Et JSON parser, c'est tout simplement bodyparser.json. JSON étant le format habituel utilisé pour transmettre des informations aux API et récupérer des informations depuis les API. Une fois qu'on a ça, alors
Ce qu'on n'a pas dit pour le moment, c'est que lorsqu'on faisait une route, lorsqu'on ajoutait une route, on mettait app, on mettait le nom de la méthode, on mettait l'adresse qui allait bien, et ensuite on mettait un callback. On peut mettre plusieurs callbacks, c'est-à-dire plusieurs fonctions à la suite qui sont traitées les unes après les autres, quand le résultat est disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'abord de traite le contenu de la méthode, enfin de la requête, et lorsque le contenu de la requête est traité et est disponible, exécute la deuxième fonction que je t'ai mise, c'est-à-dire celle-ci. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est que avant, on va reprendre tout ça et on va l'adapter à notre deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on récupère les paramètres non plus depuis l'adresse, mais depuis le contenu. Donc récupère le contenu de la requête. Et là, comme il y avait une fonction requery, il y a une fonction qui s'appelle recBody. Ensuite, on récupère le paramètre terme de cet objet-là. Donc ça ne change pas. On va juste mettre que c'est le contenu. Ensuite, si terme, il n'y a rien dedans, on va retourner 404. Ici, étant donné qu'on a un objet, on n'aura plus les valeurs séparées par une virgule, mais on aura un tableau avec les valeurs. Donc ici, le contenu de la requête est au format. Et là, ce sera un format, grosso modo, terme, de points, et on aura un tableau, donc entre crochets, et on aura une première valeur, une deuxième valeur, une troisième valeur, etc. Donc ce qu'on veut, c'est que ici, le terme, c'est déjà un tableau, on n'a pas besoin de le découper, on peut tout simplement, alors on n'aura pas besoin de le convertir forcément, à moins que la personne, elle va nous l'envoyer au format texte. Alors si on convertit un nombre qui est déjà un nombre, ça ne change rien, donc on peut de toute façon le laisser. On va enlever les éléments qui ne sont pas des nombres et on va les additionner tout pareil. À la fin, on ne va pas transformer ce format texte, comme on a accepté un JSON en entrée, on va retourner un objet qui sera aussi au format JSON, mais la conversion entre l'objet et le format JSON qui est réellement envoyé par la requête, elle se fait de façon implicite par Express. Alors, si ce n'est pas très clair, vous allez voir, on va prendre un exemple après avec la calculatrice et on va étudier les requêtes et tout ça, ça prendra du sens. Mais ici, on va renvoyer un objet qui s'appelle, enfin qui s'appelle pas, mais qui contiendra quelque chose qui s'appelle résultat. Et ce résultat, il y aura donc notre total qui est à l'intérieur. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à notre calculatrice. Cette fois-ci, on ne va pas faire tout ça, mais on va adapter à notre nouveau cas. Notre nouveau cas, c'est tout pareil. Total égale await, fetch. Cette fois-ci, l'adresse est toujours api.addition. On ne met pas les paramètres. Par contre, ce qu'on va lui dire, c'est que la méthode, cette fois-ci, c'est pas get, mais post. Alors avant, on ne l'avait pas mis, parce que si on met rien, c'est valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est get. Ensuite, on va lui donner un contenu. Et ce contenu, c'est donc un objet. Dans cet objet, il y a donc une valeur qui s'appelle terme. Et dans cette valeur terme, on a dit qu'il y avait un tableau avec plusieurs valeurs. Ici, on va mettre uniquement deux valeurs, N1 et N2. Et lorsqu'on envoie une requête, on ne peut pas envoyer comme sur Express directement un objet et que la conversion elle est implicite. Quand on est dans le navigateur, il faut le faire manuellement, c'est ce qu'on va faire. Et on va convertir cet objet en format texte et on va lui dire JSON stringify. Voilà. Lorsqu'on met un contenu dans une requête, encore une fois, si Express le fait ici, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est implicite, mais là, on va le faire explicitement parce que ça ne se fait pas automatiquement. Lorsqu'on met un contenu bien spécifique, ici on a du JSON, il faut lui dire dans les entêtes de la requête quel type de contenu est présent dans le corps de la requête. On va lui dire qu'il y a une entête, headers, et cette entête, ça s'appelle content type, quel est le type de contenu. Et le type de contenu, alors ça c'est un standard pour chacun des contenus, si vous mettez une image en JPEG ou n'importe quoi, si vous mettez d'ailleurs sur votre moteur de recherche, vous mettez content type JSON, vous le trouverez. Alors il s'avère que c'est application/JSON. Pour que lorsque moi je récupère la requête ici, je sais que mon application, elle sait qu'il y a un contenu et en plus ce contenu il est sous format là, donc il va utiliser les règles et la nomenclature de JSON pour essayer de comprendre le contenu de la requête.
Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va faire comme avant, on attend la réponse. Une fois que la réponse est disponible, on va lui dire la réponse, tu la traites et tu la traites pas comme un texte, comme c'était le cas avant, mais tu la traites en tant que JSON, parce que ici on a envoyé un objet, mais cet objet il est implicitement renvoyé en tant que JSON par Express, et on va le voir quand on va analyser les requêtes. Et une fois que la conversion elle est faite, on peut lui dire que l'objet, on va lui dire, et cette fois-ci on veut récupérer le paramètre résultat de l'objet, donc on va lui dire objet.résultat. Et si on a bien travaillé, on va tester, ça devrait fonctionner. On va déjà relancer l'application. On va relancer notre calculatrice. On va faire un calcul. J'ai toujours encore les outils de développement avec le réseau qui sont là. Je vais mettre post. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas parce que ça met très longtemps. Donc, on va aller voir pourquoi. Là, j'ai rien. Body parser. Est-ce que ça fonctionne bien? Body parser. Require body parser. Alors là, il est barré, ce qui est pas bon. Et c'est parce qu'il faut exécuter la fonction qui va bien ici. On recommence. On redémarre l'application. Je vais rafraîchir. On va voir les requêtes réseau. 2 plus 5 égale 7. Là, on voit qu'il y a une requête qui a été envoyée. Je peux cliquer maintenant sur cette requête. Alors, je peux aller dans les en-têtes ici. Je peux aller dans les en-têtes. Et on voit que la requête qui a été envoyée, alors elles sont ici, request headers. On voit qu'il y a content type qui est bien, c'est celui que j'ai défini. On voit aussi que le contenu de la requête, alors ici c'est le contenu brut, c'est-à-dire celui-ci, ou le contenu qui est sous forme d'objet ici, qu'il y a deux éléments à un tableau, le 2 et le 5, qui correspond ici à mon 2 et à mon 5. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On voit la réponse aussi, la réponse qui nous a été envoyée, ici response headers. On voit que pareil, il y a un content type qui est application JSON, et on voit aussi qu'ici il y a charset UTF-8, c'est-à-dire que lorsque Express fait la conversion entre l'objet qu'on a et qu'on envoie et la requête, il ajoute aussi l'encodage des caractères que j'ai pas fait, mais qu'on aurait pu très bien ajouter, et que la réponse, c'est résultat 7. Alors, pareil, ici c'est au format de texte, mais dans les outils de développement, il y a la possibilité directement de le transformer en tant qu'objet, et on voit qu'il y a 7, et on récupère l'objet. On peut en faire une deuxième, et on peut mettre 5,6 plus 2,5, et voir que c'est 8,1. On voit qu'il y a une deuxième méthode, une deuxième requête qui a été envoyée, et qu'il y a une deuxième réponse qui est affichée ici, avec la réponse qui va bien. Alors maintenant, si on résume, on a donc fait deux façons différentes. La première, c'est avec des paramètres. Même on pourrait dire trois façons différentes. La première, c'est sans API du tout, comme on avait fait, où la logique est envoyée directement à la calculatrice et le calcul est fait directement. La deuxième qui est une API où il y a les valeurs qui sont mises dans les paramètres, et la troisième où il y a aussi une API où les valeurs ils sont mises dans les requêtes. Alors il y a des différences, et pourquoi est-ce qu'on utilise l'un et pas l'autre, etc. D'un point de vue global, alors c'est une grande question, alors je vais pas parler pendant un quart d'heure, mais si on peut donner la logique, si c'est possible, et que la logique ne prend pas trop de place et pas confidentielle et ne nécessite pas des appels ou des valeurs qui sont stockées dans des bases de données, grosso modo, si l'utilisateur a la capacité de s'en sortir tout seul et qu'on peut facilement lui donner la logique comme on l'avait fait, on a tout intérêt à lui donner, parce que ça veut dire qu'on évite à l'utilisateur de faire des requêtes, d'envoyer à un serveur, c'est-à-dire que lorsqu'on envoie, alors là je suis en local donc c'est très rapide, mais lorsque l'utilisateur il demande, lorsqu'il envoie une requête et il demande une information au serveur, il y a une latence. Alors certes, ça peut être que seulement 100, 200, 300 millisecondes ou une demi-seconde, mais ça veut quand même dire que pendant ce temps-là, l'utilisateur il doit attendre. Ça veut dire aussi que votre serveur, il a une charge, une certaine charge. Si vous avez plein d'utilisateurs, imaginons que vous avez 1 million d'utilisateurs qui utilisent votre calculatrice pour faire des calculs, vous avez peut-être envie que cette charge et ce traitement il soit fait dans l'appareil de l'utilisateur plutôt que sur votre serveur où vous devez acheter un gros serveur pour pouvoir faire des additions alors que eux pourraient très bien le faire eux-mêmes. L'autre chose aussi, c'est que si vous devez faire une API, parce que là ici on a pris un exemple très simple qui est une addition, mais je veux dire comme on a vu par exemple pour Twitter ou pour tous les autres formats, il y a souvent, on ne peut pas donner la logique aux utilisateurs parce que ça nécessite un certain nombre d'informations et de puissance de calcul et de choses que l'utilisateur il ne peut pas avoir. Donc si on doit faire une API, ici on avait fait la méthode get où on a mis
les valeurs en paramètres. D'un point de vue général, vaut mieux mettre les valeurs dans le contenu de la requête, parce que ça se fait comme ça, et parce que lorsque on met des valeurs dans une URL, cette URL est normalement stockée dans les différents intermédiaires, dans les différents serveurs, dans les journaux qui permettent de voir l'historique, etc. Donc d'un point de vue de la confidentialité, c'est pas génial. L'autre chose aussi, c'est que la taille de l'adresse, imaginons vous remplissez un long formulaire et qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre dedans, bah c'est pas l'idéal parce que la taille, elle a une certaine valeur maximale recommandée, donc ça c'est pas génial. L'autre chose aussi, c'est que lorsque c'est dans le contenu, vous avez la liberté de mettre le contenu que vous voulez, dans le format que vous voulez, et c'est plus facile potentiellement pour l'utilisateur, pour le traiter, pour générer les requêtes et pour ceux qui récupèrent l'information derrière. Il y a deux choses qu'on n'a pas abordées et que vous rencontrez forcément si vous faites une API, parce que là je suis en local, mais vous, si vous faites une API et que vous la mettez sur Internet, lorsqu'on utilise Fetch ici, normalement, Fetch fonctionne uniquement si c'est du HTTPS, donc vous devez mettre un certificat. Moi, je suis en local, donc j'en ai pas besoin. L'autre chose aussi, c'est que si vous faites une API, lorsque vous appelez une API qui est sur un nom de domaine, on va dire, on appelle ça une origine différente de la vôtre, c'est-à-dire vous appelez un autre site internet pour schématiser le vôtre, il y aura ce qu'on appelle CORS, C-O-R-S, qui s'applique, c'est des concepts de sécurité. J'ai d'ailleurs une vidéo sur CORS que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, que je n'ai pas traité là. Là, c'est vraiment la base de l'API pour vous permettre de voir comment ça fonctionne et pour vous permettre de commencer à jouer avec ça. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est que le début. Il y a pas mal de choses qu'on peut rajouter ensuite pour faire évoluer tout ça. Allez, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.